Nicolas Garot, pour ouvrir cette conversation, bonsoir à toutes et à tous. On vient de voir un document, vous êtes historien, on vient de voir un document historique assez unique, le Verfügbar aux enfers de Germaine Thion, donc sur son expérience du camp à Ravensbrück, dont elle a monté un opéra. Est-ce que vous pouvez nous dire, du point de vue historique, en quoi ce document, qui se conclut par la force de la dérision, est un document historique assez exceptionnel? Oui, merci. Alors, en effet, vous faites bien de préciser que c'est un document unique, puisqu'il est extraordinaire à bien des égards, parce que la production culturelle et littéraire et artistique dans les camps relève de l'extraordinaire, dans le sens où il est très difficile dans les camps, à l'inverse des ghettos, matériellement d'avoir accès à des outils de production comme un papier, des stylos, et puis humainement aussi parce que la situation, l'horreur du quotidien décourageait la majorité de produire des œuvres artistiques. Donc à ce niveau-là, c'est tout à fait extraordinaire et louable et remarquable. En revanche, j'en profiterai rapidement, parce que je sais que nous sommes limités dans le temps, il faut être bref, qu'il ne faut pas attribuer à cette production artistique une valeur trop universelle, parce que la musique existe aussi, par exemple, dans le camp de concentration d'Auschwitz, mais sous une forme bien différente, puisqu'elle est forcée, et il y a des opéras, des orchestres composés de juifs qui jouent pour les nazis, qui jouent même à l'entrée du camp pour calmer les arrivants, et là la musique a une valeur tout autre et plurielle, du coup. Merci. Voilà. En tout cas, Jacques Serrano tenait que dans ce lieu qui porte le nom de Germaine Thion, nous ouvrions donc cette conversation, rassurez-vous, qui est censée être aussi un peu drôle, rire sous les bombes, l'humour, une arme de guerre, une arme face à l'horreur de la guerre. Voilà, donc nous allons avoir cette conversation. Alors l'humour, on va partir de l'Ukraine, parce que les images qui nous reviennent de l'Ukraine sont à la fois tragiques, mais sont souvent assez drôles. Souvenez-vous de ce panneau, moi qui m'avait beaucoup marqué sur les autoroutes ukrainiennes, un panneau bleu d'autoroute où toutes les directions avaient été barrées et il était indiqué La Haye à la place des directions pour signifier aux soldats russes la destination finale qui était la leur, qui était le tribunal pénal international de La Haye. Mais depuis, il y a eu énormément d'images. On va les parcourir notamment. Je me souviens de cette carte d'Europe où il était marqué sur tous les pays, pas uniquement sur l'Ukraine, Also not Russia. Voilà, il y en avait beaucoup comme ça. Et à travers ces images, c'est vrai que c'est l'esprit général de la résistance héroïque des Ukrainiens et de leur président, Zelensky, lui-même ancien comédien qui avait interprété le rôle de président avant de le devenir, c'était quand même assez dingue, ça ne s'invente pas, qui atteste de la place surprenante qu'a pris l'humour dans cette guerre effroyable. Alors à quoi tient cet humour, à quoi tient l'humour? C'est ce dont nous allons débattre ce soir. C'est un humour qui est empreint à la fois de l'ironie kafkaïenne, sans doute de l'esprit du carnaval au sens de Michael Bakhtin, mais aussi sans doute d'une forme de surréalisme. On essaie de créer une autre réalité par rapport à une réalité insoutenable, comme un moyen de défense, comme un exutoire, comme une arme sans doute aussi. Ce sont toutes les dimensions de l'humour que nous allons explorer, dimension cognitive, dimension politique, dimension éthique aussi. Comment faire un bon usage de l'humour quand les bombes pleuvent et que les morts s'accumulent, qu'on ne peut pas rire de tout. Y a-t-il un ou des critères qui permettent de discriminer entre les blagues spirituelles, émancipatrices, les blagues vulgaires, bestiales ou bêtes? Nous allons en discuter de ces questions dans ce très beau lieu, le Musen, qui nous accueille, avec trois intervenants de grande qualité que je m'empresse de vous présenter. Irena Karpa, vous êtes journaliste, écrivain, chanteuse de rock, mais aussi ancienne déléguée culturelle à l'ambassade d'Ukraine à Paris. Vous avez été une figure de la première révolution, la révolution de Maïden, en 2014, et vous nous présenterez dans un instant une série d'images que vous avez amenées. Certaines, on les connaît, d'autres moins. Et vous nous parlerez de cette guerre à travers ces images et de l'attachement de tout un peuple, le peuple ukrainien, à cette arme, l'arme de l'humour, pour soutenir son combat et la défense héroïque de son indépendance. Bruno Humbeek, bonsoir, vous êtes psychopédagogue, chercheur en pédagogie familiale et scolaire à l'université de Mons en Belgique, et vous avez également publié, spécialiste de la résilience d'ailleurs, et l'humour a une dimension résiliente, vous nous l'expliquez dans un instant. Vous avez publié les leçons d'humour pour rire et rebondir aux éditions Mols, et vous nous direz en quoi et jusqu'où l'humour
peut être un outil de plus que d'anticipation, de lutte, de prévention peut-être, contre la violence. Enfin, Nicolas Garot, vous êtes historien, doctorant à l'université d'Oxford, boursier de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, et vous avez travaillé sur la signification du rire et de l'humour dans le ghetto de Varsovie. Et vous soutenez d'ailleurs que l'humour n'a pas tant pour vous, du point de vue historique, l'humour qu'on idéalise souvent comme une arme précieuse de guerre, contre la guerre. Pour vous, il est surtout un outil de connaissance qui révèle une sorte de miroir, qui révèle parfois les choses dures, les divisions, les fragmentations d'un peuple ou d'une situation. Alors, je vous propose que la discussion se déroule en trois moments. Un premier moment où on va, sous l'œil et la parole de Irena, regarder un petit peu, parcourir un peu ces images d'actualité, et ces mèmes et ces sketchs très étranges qui nous sont revenus d'Ukraine, et essayer de comprendre le rôle qu'a pu jouer l'humour dans cette guerre. Nicolas nous parlera aussi de quelques éléments d'humour dans le ghetto de Varsovie, comment est-ce qu'il se décline. Et puis progressivement, avec Bruno Holmbeck, nous irons vers la question de la fonction thérapeutique que peut avoir l'humour, la fonction politique qu'il peut avoir, mais aussi peut-être la fonction éthique. Est-ce qu'il y a un bon et un mauvais humour? Est-ce qu'il y a de bonnes ou de mauvaises blagues? Voilà les questions que nous allons aborder, mais d'abord, dans le premier temps, un petit parcours de cette actualité très forte de l'humour face à la guerre. Irena, je vous laisse peut-être nous présenter quelques ingrédients de cette scène tragique, mais en même temps assez drôle, en Ukraine, où vous m'expliquiez que maintenant c'est devenu tellement une sorte de réflexe qu'il n'est pas un événement, pas une progression des conflits et des combats qui ne génère son image, sa blague, sa réponse en forme d'humour. Oui, c'est vrai que c'est l'arme de la résistance. Bonjour à tous et à toutes, je suis très contente d'y être. C'est la meilleure conférence du monde parce que finalement on peut faire plein de blagues et parler de blagues. Et si vous ne comprenez pas les contextes, bien sûr qu'on aura le moment pour les questions. Après, je vais commencer assez sérieusement avec la citation de la poétesse ukrainienne, peut-être la plus connue, qui s'appelle Lesia Ukrainka. Щоб не плакать, я смеялась. En ukrainien, c'est comme ça. Pour ne pas pleurer, j'ai rié. Et je crois que c'est ça, en fait, qui fait ce fond de l'âme ukrainienne. Parce que, après, je parle sous votre contrôle. Pour nous, le rire, c'est l'espèce de sublimation, sublimation pour l'inquiétude, pour la peur, pour le désespoir. Donc, de toute façon, il vaut mieux bien rire que de pleurer d'impuissance. C'est ça qu'ils font les Ukrainiens. On cherche toujours, dans le moment de la crise, cet aspect positif de voir les choses, cet aspect optimiste. Et en plus, ça fait bien énerver votre ennemi, ce qui n'est pas mal. Alors, ça, je crois que tout le monde connaît. Parce que là, tout ça, ça a commencé par... Au tout début, quand les Américains ont proposé d'exfiltrer le président ukrainien, il a dit « Non, merci, je n'ai pas besoin de taxi ». Il est comique, voilà, il est artiste, pour lui c'est important, il fait beaucoup de blagues dans ses discours publics, on apprécie beaucoup, je crois que c'est ça qui nous rapproche. Il n'était pas super populaire avant la guerre, je vais vous dire ça. Mais c'est lui qui a infusé cet esprit de l'humour? Ah non, pas du tout. Hein. Vous avez dit que je fais la première révolution, c'est la deuxième, la première était en 2004, je suis assez ancienne quand même, donc là... Et oui, c'était toujours la culture de carnaval, comme vous avez déjà mentionné. Les Ukrainiens, bon rire, ça aide à lutter contre la peur. Ça, c'était vraiment quelque chose qu'on a bien compris au tout début. On n'est pas violents, on n'est pas les envahisseurs, on est juste les gens qui aiment, comme les Français, bien manger, voilà, qui aiment bien l'art de vivre, tout ça. Et l'humour, c'est vraiment la partie de notre culture populaire. Et ça fait des siècles et des siècles. Alors, il y avait des chansons comiques, il y avait des vers comiques, il y a plein de... on rigole beaucoup, même sur l'amour, sur la mort, et surtout sur les actualités, parce que sinon, on va devenir dingue, voilà. C'est juste aussi, on a gagné à cette loterie, parce qu'il y a des émotions de base. On aurait pu avoir la panique au début, ou le désespoir. Les Ukrainiens étaient attrapés par l'euphorie, voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on essaye de faire les blagues, vous allez voir à peu près, donc 2-3 semaines maximum. Hein. Donc là, et ça, vous avez dit que c'est pas compréhensible. Pour les Ukrainiens, c'est quand même très clair. Non, j'ai pas dit que c'était pas compréhensible. J'ai dit que moi, ça me faisait moyennement rire. C'est-à-dire, c'est potache, disons, c'est potache.
Oui, parce que les Bélarusses qui disent n'importe quoi, bon, Loukachenko, il y a plein de Bélarusses qui sont super cool, qui sont de notre côté, les partisans bélarusses et tout, on les adore. Mais il y a Loukachenko qui dit des bêtises comme oui, l'Ukraine va lancer l'opération terroristique contre Bélarus. Je vais vous montrer d'où venait l'attaque de Biélorussie. Donc, et là, bien sûr que tout le monde a fait l'allusion sur le cul, et je crois que ça, encore une fois, que ça montrait l'aide de Biélorussie pour la Russie dans cette guerre. Il y a plein de blagues qui ne sont pas drôles du tout, mais qui, quand même, à la façon assez sarcastique, montrent la réalité. Alors ça, c'est un soldat russe libérateur, entre guillemets, qui venait libérer l'Ukraine de nazis. Les soldats russes sont connus très très bien pour les pillages qu'ils faisaient dans les villages. Donc ils volaient tout, les machines à laver, les micro-ondes, les aspirateurs, même les culottes des femmes en dentelle usée. Donc bien sûr qu'il y avait plein de blagues, parce que ça c'est l'élément incroyable. Il a envoyé tout ça à travers Biélorussie chez eux, à la maison. Et après nous avions des blagues comme pourquoi vous avez besoin de la machine à laver si vous n'avez pas d'électricité chez vous. Donc là par exemple il y avait des choses pareilles. Là Bruno, ça vous avait alors, mais l'ensemble, hein, parce qu'effectivement on peut entendre qu'on a affaire à un humour, et Irina l'explique très très bien. Dans un premier temps, une population qui va se regrouper autour d'un humour qui rassemble. C'est ce que les Grecs appelaient le guélan, le rire positif. Ce rire positif, il est sécurisant, ludique et créateur de liens bienveillants. C'est un rire qu'on a entendu pour se rassembler les uns les autres. C'est le rire, si on veut comprendre comment ça fonctionne, il suffit d'imaginer le chatouillement. Quand on est chatouillé par quelqu'un, quand on chatouille quelqu'un, on provoque cette espèce de rire positif qu'on appelle le guélan. Sauf que si vous sortez d'ici, et que quelqu'un que vous n'avez jamais vu vient vous chatouiller, je vous promets que vous n'allez pas rire. Parce qu'il faut un contexte sécurisant. Si vous êtes dans une situation de conflit conjugal, une grosse scène de ménage, et votre conjoint, il lui vient l'idée, un peu saugrenue, de vous chatouiller, vous n'allez pas rire non plus, il faut un contexte ludique. Et si vous voulez voir, ça ne le faites pas maintenant, ça va vous rendre un peu pathétique, si vous voulez vérifier à quel point c'est relationnel, bienveillant, nécessairement relationnel, pratiquez l'auto-chatouillement. Donc chatouillez-vous vous-même. Ne le faites pas vous tout de suite parce que ça ne marche pas. Mais c'est normal que ça ne marche pas. Et si ça marche, si vous riez, allez consulter. Si vous n'êtes pas bien, l'auto-chatouillement ne produit pas des rires. Oui, mais conflit conjugal, ça marche pas. Conflit armé, ça fonctionne. Voilà. Et conflit conjugal, ça peut marcher, mais alors ça devient une autre forme de rire. Et c'est ce qui explique que cet humour est très trash. Ça va très très loin. C'est au-delà du contrôle des pleurs. C'est l'idée, mon adversaire, je vais le briser par le sarcasme, je vais le rendre tout petit par la dérision, ou je vais le mettre à distance par l'ironie. C'est une forme d'humour qui était associée chez les Grecs, qui était quand même beaucoup plus subtile que les Romains, on peut le dire, on est dans une cité grecque. Et donc forcément, ils avaient eux ces deux mots, guélan et katagélan, que les Latins ont rassemblé dans un seul mot, le risus. Et finalement, on a tout mélangé. C'est pas d'humour, c'est de la moquerie, et c'est la moquerie assumée d'une population qui doit se défendre face à l'agression d'une autre. Si vous allez d'ailleurs, même sur le plan naturel, le rire positif, il vient du gazouillis des petits singes juvéniles. Seuls les petits singes juvéniles, les petits rats, rient dans ce contexte de sécurité. Si vous voulez voir le katagélan, son origine chez l'animal, vous prenez votre poing, vous l'envoyez vers des chimpanzés dans un zoo. Vous allez voir, ils vont montrer leurs dents, soulever leurs lèvres. Les gens qui ne connaissent pas les chimpanzés disent « regarde, ils rigolent ». Si vous n'avez pas le temps d'aller dans un zoo voir des chimpanzés, vous tapez Donald Trump sur votre ordinateur. Vous allez voir, il a ce qu'on appelle le rictus menaçant des singes adultes. Et vous allez constater quelque chose de tout à fait particulier. C'est pas une blague. Non, il l'a vraiment, si vous observez, hein, il a la mâchoire figée, le regard acéré, et vous allez constater un phénomène tout à fait particulier par rapport à ces formes de rire, c'est que si vous partagez les cibles de Donald Trump, c'est-à-dire en gros si vous trouvez vous aussi que les Mexicains sont inférieurs aux Américains, qu'il y a de quoi effectivement écraser par le sarcasme une autre population que la sienne, vous allez le trouver drôle. Les partisans de Trump le trouvent irrésistible. Ceux qui n'aiment pas Trump et qui ne partagent pas ses idées n'ont aucun mal à ne pas le trouver drôle. C'est pour ça que par exemple l'image sur le Biélorusse, qui était moyennement drôle pour quelqu'un qui se dit « Ok, on veut bien réserver... » Et la Russie, c'est le blague sur l'État. Oui, là, bien entendu, mais c'est pas du tout une question, et je crois qu'il faut éviter de faire de la censure dans l'humour parce qu'il faut en comprendre les ressorts. Pour nous, de l'extérieur, belges ou français, on a un gros contentieux avec les Russes pour le moment, parce qu'on paye cher leur désir agressif, et qu'on a le sentiment que cette guerre n'est pas justifiée. Par rapport aux Biélorusses, on est moins
moins nettement, je vais dire, en opposition. En Ukraine, on peut l'être beaucoup plus parce que cette espèce de tremplin qu'il donne à une autre nation pour envahir la nation ukrainienne, effectivement, beaucoup mieux compris, beaucoup mieux conçu. Mais on ne partage pas la même agressivité vis-à-vis de la Biélorussie, ce qui fait que... Alors, mais là, est-ce qu'il n'y a pas l'idée que le russe est cruel et de lui renvoyer sa cruauté en lui disant... De manière dérisoire, parce qu'il est cruel et ridicule. Le principe du ridicule, et on met cette personne dans une situation complètement ridicule, complètement incongrue aussi, hein, c'est toujours un jeu avec le sens, il faut qu'on puisse se dire, mais c'est insensé cette histoire-là, et en même temps que le personnage cruel devienne un personnage ridicule. C'est quelque chose qu'on apprend très très tôt dans notre développement. Quand vous regardez un cartoon, on va vous ridiculiser le loup quand il veut manger les 3 petits cochons. Et le but du jeu, ce sera de tourner ce personnage en ridicule pour que les enfants, très tôt, et Irina l'a très bien expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire non pas ne plus avoir peur. Je ne pense pas qu'on puisse dire que les Ukrainiens n'ont pas peur. Toute personne normalement constituée, quand elle est menacée dans ses principes de vie, a peur. C'est une émotion universelle. Simplement, le jeu avec la peur permet de vivre avec la peur. L'humour ne permet pas de se tirer d'embarras, il permet juste de se tirer temporairement d'affaire. Et c'est là que ce genre d'humour est tout à fait salutaire, parce qu'il renforce le lien entre les Ukrainiens. Effectivement, les seules personnes qui trouveront ça absolument pas drôle, c'est les Russes. Là, je suis absolument convaincu que les Russes trouvent ça stupide, vulgaire, déplacé, tout ce qu'on veut, et ne doivent pas se forcer pour ne pas rire. Le principe même, c'est que ça crée un lien entre les personnes et que ça amoindrit la force de frappe de l'adversaire. On sait si ces dessins circulent en Russie, si... On sait très bien qu'ils ont comme d'habitude de voler nos blagues et essayer de les traduire en russe, ça ne marche pas sur chaque coup, voilà. Et après, oui, il y a des parts différentes, c'est hyper normal de ne pas rigoler s'il y a la missile qui vise ta maison, mais si tu n'es pas en danger direct pour te détendre, c'est pour ça que les Ukrainiens le font. Ça, c'est la blague assez amère, mais c'est encore une fois pour ne pas sous-titrer, c'est compréhensible. Après, il y a un qui est drôle et qui est super. Donc là, le parade militaire russe en 2022, parce que c'est vraiment, les villages, c'était incroyable. Ils portaient même les toilettes sur les chars. Ils volaient même les petites niches de chiens. Voilà. Donc là, quand il y avait le navire de guerre russe qui était qu'on a fait couler, il y avait aussi une autre image avec un chien qui dit ça, c'est pour ma niche. Voilà. Donc là, on utilise tout, hein. Après, oui, donc là, ça c'est pas une blague, mais ça c'est plutôt l'explication un peu ironique que au-dessous des matrioshkas de la grande culture russe, il y a tout ça, il y a les viols, il y a les tueries, il y a les tortures, il y a les crimes de guerre sans cesse. Donc, mais si on nous lance en tragédie, dans la tragédie, nous les Ukrainiens, surtout à l'étranger, tu peux pas être tout le temps macabre, tu peux pas être violent. Oui, c'est la vérité, on sait très bien. Mais c'est pour ça, surtout pour détendre le public, c'est toujours bien de faire une bonne blague. Ça marche sur chaque coup. Tu dis une blague, les gens rigolent et après tu lances un message sérieux. Ça, c'est la règle de base des rhétoriques. Mais pour les Ukrainiens, moi j'évite par exemple des contextes très tragiques. Moi je poste comme influenceuse, je poste que les blagues, je poste que les choses qui les soutiennent. Parce que c'est vraiment le moment unitaire. On rigole tous, on comprend le contexte tous, et c'est ça qui fait ce sentiment de chaleur. Voilà. Expliquez-nous un peu. Ça, c'est un peu plus amer, oui, bien sûr. Mais là, on comprend, et ça, il s'agit de contexte, vous vous souvenez, à Boutcha, donc il y avait le massacre à Boutcha, il y avait les viols des enfants, il y avait carrément, ils ont même mangé les chiens là-bas. Et après Poutine, qui a décoré cette brigade de tireurs d'élite, voilà, qui venaient de Boureti, c'était l'acte de cynisme. Et même à propos de ça, c'est la blague très tragique. On ne serait pas le même après Boutcha. C'est comme il n'existe plus de poésie après Auschwitz. Pour nous, c'était très dur de lire des bouquins, d'écrire les bouquins. Mais quand même, on réussit à faire ça. Ça, c'est de l'ironie. C'est très amer, mais c'est très juste en même temps. J'ai violé des enfants en forme de décoration, donc oui, c'est en anglais, excusez-moi. Oui, j'ai violé des enfants, j'ai bombardé l'hôpital, donc les maternités et les écoles, vous vous souvenez. J'ai fusillé les chiens et j'ai torturé les femmes. Donc c'est ça qu'il a comme décoration. Mais ça, c'est le truc hyper direct, c'est même pas inventé, c'est même pas de second degré, c'était fait par Poutine, ces soldats. Je crois que c'est ça aussi qui est important de voir, c'est qu'on peut rire du réel
en photographiant finalement ce réel? Est-ce qu'on est réellement dans quelque chose qui est de l'ordre de la prise de distance avec le réel? C'est une dénonciation, c'est pour ça que vous parlez à juste titre de cynisme. C'est du cynisme, et la meilleure arme contre le cynisme, c'est la dérision. C'est-à-dire rendre tout petit celui qui vous mord. Et on a ce mécanisme-là qui se met en place. C'est toute l'idée de mettre de la légèreté, et ça fait un peu le lien avec ce qui était l'opérette de Germaine Tillion, c'est-à-dire une opérette, pas un opéra. Un opéra, c'est grave. Une opérette, c'est léger. Elle met de la légèreté là où effectivement, et personne ne va regarder cette opérette en disant mais finalement tout ça c'était un peu drôle, c'était léger. Non, on sait tous que c'était sérieux, mais même le sérieux le plus englué n'empêche pas qu'on n'est pas obligé d'être grave derrière ce sérieux et d'ajouter de la gravité. Mais Bruno, est-ce qu'ici, il n'y a pas une dimension qui serait spécifique à cette guerre-ci? On en parlait avec Irina. Cette guerre, elle a quand même été déclenchée pour des motifs qui sont totalement irréels, surréels. Et donc, Poutine disant l'Ukraine est gouvernée, habitée par uniquement des nazis. Et est-ce que cette guerre n'a pas quelque chose d'irréel au sens presque d'une blague? C'est-à-dire que les Ukrainiens sont enfermés dans la mauvaise blague que Poutine leur a faite et qu'ils retournent, en décrivant le réel, ils font rire parce qu'ils sont enfermés dans une sorte de blague. C'était vraiment assez irréel. Pendant très longtemps, chaque jour, je me disais, mais non, ça ne peut pas être vrai. Je veux me réveiller parce que ce n'est qu'un cauchemar. Maintenant, on assume très bien le réel, que tout ça, c'est réel. Et chaque Ukrainien est très sûr qu'on va gagner, finalement. Chaque Ukrainien espère beaucoup à l'aide de l'Occident. Je me profite pour vous remercier chacune qui a fait quelque chose pour l'Ukraine, donc qui a soutenu, qui a hébergé les réfugiés, qui a aidé, qui a poussé le gouvernement. On va en fait revenir sur M. Macron, parce que et lui aussi, il est devenu le personnage folklorique en Ukraine. Il y avait même le verbe macroner, voilà, c'est que... Tu veux dire quoi? Ça veut dire parler beaucoup, faire beaucoup de promesses, mais ne rien faire à la fin. Là, ça s'appelle macroner chez nous. Et donc là... Ici, on peut se comprendre. Oui. D'accord, donc oui, on vous fait un cadeau, vous pouvez utiliser le nouveau monde. Oui, c'est drôle parce que d'ailleurs c'est autre chose, mais la guerre ça invente, il y a un nouveau langage quand même. Et oui, c'est absurde, il y a plein de choses qui sont tellement évidentes pour nous. Par exemple, je vais le dire quand je suis invitée au Champ des Infos, les experts français vont dire non, c'est pas vrai. Non, dans 3 jours, tout le monde voit que j'avais raison, que chaque Ukrainien qui voit comme ça cette optique. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de recul, c'est vrai, parce que ça se passe du jour au lendemain. Le matin, il y a une tragédie, le soir, on déjà commence à se détendre, à faire des blagues, parce que sinon, si on est crispé avec le stress, ça aussi, c'est une des réactions au danger. Cours, bas ou gèle-toi. Donc là, si on est gelé, on est très vite victime d'un prédateur. C'est pour ça qu'en fait, ça nous aide à bouger, à continuer. C'est la résilience. Je parle à ma copine, ça va vous faire absurdité. Il y a des missiles, des attaques de missiles sur Kiev maintenant. Elle m'a dit, je dis, tu fais quoi? Elle sort d'abri de bombes. Elle m'a dit, tu sais, je vais me faire des ongles, je vais faire du manicure, parce qu'à cause de ces fichus bombardements, ça fait 2 semaines que je n'ai pas fait de manicure. Donc vraiment, pour les femmes britanniques, le symbole de la résistance, c'était la lèvre, le rouge à lèvres rouge. Pour les Ukrainiens, je crois que maintenant, c'est manicure. Elles souffrent vraiment, parce que le 24 février, la Russie a frappé sur nos habitudes quotidiennes. Et les gens, ils essayent de s'attacher à ces habitudes. C'est comme on a parlé, je vous ai recommandé déjà un livre de Edith Eger, et je vous recommande vivement. Elle a écrit son premier livre à 90 ans, sur son expérience de survivante des Shoah. Elle avait 16 ans. Et là, elle a dit que les gens qui vivaient de jour au lendemain, en faisant les blagues, en faisant les concours de plus bonichons, en faisant des concours, oui, et ma mère, elle cuisinait le goulash, elle était hongroise, juive hongroise, comme ça, ou comme ça, c'est eux qui ont survécu. Bien sûr qu'il y avait beaucoup d'atrocités, elle les décrit aussi. Mais là, c'est vraiment ce vouloir vivre, vouloir résister, cette résilience, ces petites choses, petites habitudes qui vous font avancer du jour au lendemain, de ne pas avoir les expectations, oui, une victoire viendra demain, de ne pas avoir le pessimisme non plus, que ça ne va jamais arriver. Mais c'est vraiment les petites habitudes qui nous font avancer, et l'humour, c'est le cadeau qu'on a pour nous. Donc là, c'est ça qui nous garde comme ça. Nicolas Garot, vous vouliez dire quelque chose sur ce point? Oui, moi j'ai trouvé très intéressant le premier point d'ouverture d'Irénée, la citation qui voyait
dans l'humour une politesse du désespoir en quelque sorte, parce que vous disiez derrière le rire il y a les larmes. Eh bien, moi, dans mon interprétation, je pense qu'il faut aussi voir les larmes derrière et quelle est la frontière qui est créée entre ce rire et ces larmes. En fait, cette frontière, je pense qu'elle diffère d'une personne à l'autre. Alors, pour moi, évidemment, c'est beaucoup plus dur de commenter l'actualité, parce que je suis beaucoup plus à l'aise dans un commentaire historique, et là, il nous manque le recul nécessaire. Mais, donc, si vous le permettez, je vais faire le parallèle avec la Shoah, comment on peut justement mieux appréhender ces nuances. Dans le contexte de la Shoah, par exemple, quand la survivante écrit à l'âge de 90 ans, ce qui est tout à fait remarquable, elle va avoir tendance à magnifier les éléments de résilience et de résistance, mais à l'époque, eh ben, la situation était beaucoup plus complexe, en fait, parce que peut-être qu'elle a ri pendant 2 minutes, mais cette protection, elle était toute relative, et après, elle a peut-être passé la soirée à pleurer. Peut-être que dans sa communauté, elle n'était pas la seule elle était peut-être assez minoritaire à réussir à faire ça, peut-être que c'était beaucoup plus nuancé, la façon dont les gens recevaient l'humour. Donc c'était cette petite nuance méthodologique que je voulais apporter, mais je pense que c'était très difficile de l'apporter aujourd'hui, puisqu'on est dans le cœur de la guerre et la tragédie arrive en ce moment. Mais historiquement, quand on va plus tard regarder la valeur de l'humour dans la guerre en Ukraine, je pense qu'on va s'intéresser justement à cette frontière entre le rire et le désespoir. Et on se rendra compte que d'un individu à l'autre, c'était pas uniforme. Peut-être qu'il y a des gens qui sont plus enclins à rire longtemps et être plus protégés que d'autres. La société, par nature, elle est fragmentée selon plein de critères, que ce soit le genre, la classe sociale. Et ça, je pense qu'il faudra du temps avant qu'on admette ces nuances. Très bien. On peut peut-être voir quelques... Oui, bien sûr, je suis là pour ça, pour appuyer sur le bouton magique. Alors oui, donc là, bien sûr qu'on rigole des bougies, bien sûr qu'on fait les blagues Instagram via réalité. Instagram où il est super macho, vous avez vu ces images où il est à la chasse, pêche, et après réalité, donc on voit un homme qui est défiguré par la haine, qui est juste beaucoup de gens qui se demandent, comme vous avez dit, s'il est malade ou pas. Donc là, c'est notre bateau. Ah oui, donc notre bateau ne coule pas, c'est juste notre opération spéciale sous-marine, voilà. Donc là, c'est ça, parce qu'il y avait beaucoup de blagues, ça vous connaissez, je crois, Opération Z, Opération contre Z. Voilà, le navire amiral Moskva, qui veut dire Moscou, c'était super symbolique pour les Ukrainiens, parce que quand même, c'est voilà, le nom de la capitale russe, ça vous connaissez, parce qu'il faut prononcer avec la voix de Charles de Gaulle, peut-être de l'époque, donc ici Moscou. Ouais. Et ça c'est Moscou, parce que pour nous, en l'Union soviétique, ça c'était le voix de Lévitin très, avec beaucoup de pathos. Gavarit Moskva, c'était comme ça, donc là c'est Moscou qui parle, mais même bien sous l'eau, hein, quand même, avec de petites mermaids, voilà. Vous me racontiez aussi, à celle-là, sur le pont. Non. Sur l'île, la formule. Ah, l'île de... Ah oui, très bien, merci. Une sorte de formule. Racontez-nous. Oui, je vais raconter vite fait. Vous vous souvenez peut-être, il y a l'île de Serpent. Donc c'était l'île qui était reprise par les Russes. Maintenant, c'est chez les Ukrainiens. Donc il y avait vraiment cette histoire, quand il y a le navire de guerre russe qui s'approche, il dit... ici, le navire de guerre russe, rendez vos armes. Et alors le garde de côte qui était là, qui a dit la navire de guerre russe va te faire foutre, en fait. Et ça, c'est devenu le phraséologisme, c'est devenu le motto de cette guerre. Il y a plein de t-shirts, il y a plein de tasses, plein de produits dérivés. Et en plus, ce qui est le plus intéressant, l'État ukrainien a fait les timbres postales avec ça. Et ce sont les pièces des collections. Vous imaginez, vous avez ce code garde qui fait le geste international. Voilà. Les enfants aussi, vous me disiez. Et les enfants ont commencé à dire un gros mot comme c'est pas possible. Donc là, à l'école, sur les terrains de jeu, et les parents ne disent plus rien. Voilà, parce que c'est normal, ça, c'est la guerre, voilà. Et puis c'est la formule qui sauve. C'est la formule qui sauve, oui, voilà, parce que là, les gros mots, ça c'est aussi un phénomène incroyable. Si on parle, voilà, on va pas vraiment plonger dans la nature, mais ça, moi, par exemple, j'utilise beaucoup. Moi, j'adore la langue, l'argot, j'adore la langue de peuple, j'adore vraiment creuser dans tout ce
tout ce qui est vrai. Et oui, les enfants, ils disent ça, et maintenant, même quand on essaye, les enfants, ils lisent dans nos pensées. Je me souviens, ma fille, elle avait peut-être 1 an, 2 ans, et moi, j'ai cassé 3 litres de miel. Donc, c'était le bocal en verre. Et moi, je me suis retenue, et elle m'a regardé et dit « Putain !» Parce que c'est exactement ce que vous dites. Bon. Alors, si vous croyez que vos enfants ne connaissent pas ces mots, ils connaissent très bien. Et donc, maintenant, oui, après, j'ai vu, je n'étais pas sûre que c'était blague ou pas, mais il y avait le communiqué d'État qui disait qu'à partir d'aujourd'hui, pendant le temps de la guerre, on a le droit d'utiliser le gros mot, même dans les actes normatifs, même dans les documents officiels d'État. Voilà, vous avez le droit de jurer contre les Russes. Est-ce que ça veut dire que l'humour lève la barrière du surmoi et... Alors, pas nécessairement le surmoi. C'est-à-dire que ça va effectivement avoir une fonction symbolique. Hein. Le symbolon, un signe qui nous réunit. L'insulte a cette fonction symbolique. Hein. C'est pour ça qu'effectivement, il y a un vocabulaire qui prend coup pendant la guerre et qui s'arrête dans la paix, mais aussi les mots sont des organismes vivants. Le mot putain qui vient d'être utilisé, bon, c'est très bien ici à Marseille que c'est pas une insulte, c'est putain, c'est génial, c'est devenu une interjection. Parce que, évidemment, si on utilise ce mot tel qu'on le concevait dans les années 60-70, c'est-à-dire comme une mise à distance de l'identité, c'est à ça que ça sert, devenu disponible avec la libération sexuelle, personne n'aurait utilisé le mot putain comme une interjection. De la même façon que le mot enculé, par exemple, parce que l'identité homosexuelle est devenue disponible, n'est toujours pas une interjection, parce qu'on est encore en délicatesse quand même sur le plan identitaire. Et donc, le fait de pouvoir librement laisser les enfants utiliser des insultes par rapport à celui qui est officiellement l'ennemi, c'est une interdiction qui est levée au nom d'une force symbolique. Et je pense que c'est vraiment important de voir ce qui se passe maintenant. On disait un peu trop vite le mot résilience, à mon avis. Hein. On a affaire à un humour de résistance pour le moment. Et Nicolas a très bien expliqué, la résilience, on verra plus tard. Est-ce que ça a alimenté la trajectoire de résilience? C'est-à-dire, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, la résilience, c'est une façon de se représenter les choses, et puis de produire derrière le traumatisme qu'on a subi, un développement inattendu, quelque chose de nouveau. Pour le moment, on est dans la résistance. On n'est donc pas dans l'idée, le peuple ukrainien fait preuve d'une résistance merveilleuse. Ils ne sont pas encore en train de faire preuve de résilience, mais ils la rendent possible par leur façon de résister. Par exemple, en généralisant l'humour. Par exemple, en utilisant le réel. Il y a effectivement des événements qui sont des événements de la réalité. On n'est pas dans l'humour, on ne peut pas se permettre de complètement larguer les amarres par rapport au réel. Il faut que ce soit ancré dans le réel. Il faut qu'on puisse retourner au réel une fois qu'on arrive, parce que même ceux qui utilisent l'humour en espérant que ça leur permette de faire des bonds au-dessus de leur malheur, ils retournent à leur réalité. Lorsqu'ils se trouvent dans des abris, lorsqu'il y a un bombardement, cet humour a permis de mieux vivre avec le réel. C'est exactement le même mécanisme que le rêve. Si vous rêvez, si vous faites des rêves, mais pas des rêves nocturnes, des rêves diurnes, si vous rêvez que vous êtes quelqu'un d'autre, c'est de la folie de penser qu'on est réellement quelqu'un d'autre. Mais de revenir au réel en sachant qu'on a pu rêver à un moment donné d'être quelqu'un d'autre, c'est pour ça que la dimension artistique, c'est pour ça que l'humour, que tout ça, ce sont des jeux d'esprit qui sont mis à disposition de l'être humain pour l'aider à supporter le réel, pas pour le transformer. On ne transforme pas les choses avec l'humour. Tout ça, effectivement, s'appuie sur le réel, c'est ancré dans la réalité. Ça suppose un retour à la réalité non changée. C'est pour ça qu'Harry Potter est un merveilleux apprentissage pour les enfants. Ça leur apprend que rêver de la magie, dans un univers qui leur est présenté comme réel, qui est Poudlard, ne permet pas de ne pas revenir après dans un réel qui n'a pas été changé parce que vous êtes sorcier uniquement de cet espace-là. Je me permets tout court, la résilience, c'est les ongles, c'est le manicure. C'est la résistance, c'est la résistance qui rend la résilience possible. Je vais vous expliquer. Alors, parce que là, j'opère avec le vécu, avec les anecdotes. Donc là, il y avait quelques jours où il y avait, non, c'était 10-11, il y avait le bombardement à Lviv, où ma copine, elle a le salon de beauté. Et donc, il n'y a pas d'électricité. Elle est comme ça, on peut se le choc, et il y a une nana qui vient et qui dit « Excusez-moi, mais ça fait 2 semaines que j'attends pour avoir ma coiffure. » Elle dit « Mais vous voyez, il n'y a pas de... » « Ah bon, mais je sais pas, il n'y a plus de missiles, il n'y a plus de strike, donc ça va, je pensais que je peux venir. »
Et ça, c'était assez drôle, autrement que... Ça fait 3 fois que j'étais en Ukraine, du coup, j'y vais demain, je vais me profiter pour faire les ongles, bien sûr. Et une fois, la première fois quand je suis venue, j'ai filmé dans les stories sur Instagram les myrtilles que j'ai mangées avec la crème fraîche, ça c'est le plat d'enfance, c'est très... voilà. Et j'ai eu le commentaire d'un Français, « Ah, c'est pas mal la guerre en Ukraine, hein, comme ça. » Quoi ? Oui, excusez, nous, on mange ici. Excusez-nous, les myrtilles ne demandent pas à Poutine s'ils ont permission de... Voilà, ce sont les fruits sauvages. Et j'étais un peu scotchée, un peu sous le choc. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ils me reprochent parce que moi, je montrais que la vie continue, en fait. Que la vie, là où il n'y a pas de frappe, les gens continuent à aller au boulot, ils continuent à payer les impôts. Les enfants continuent à faire leurs activités. Ok, d'accord, l'école, pour la plupart des cas, s'il n'y a pas d'abri de bombes, l'école est à la distance comme pendant le Covid, les pauvres parents. Mais ce qui est intéressant, parce que l'Ukraine, si on prend le recul historique, on n'a vraiment pas de chance avec notre voisin. Voilà, on toujours subissait les attaques de la Russie, les mensonges de la Russie, tout ça. Mais c'est pour ça que nous avons cette espèce de résistance ou résilience, c'est de décorer nos maisons avec des couleurs fous, avec avoir plein de rubans dans les habits traditionnels ukrainiens, les chemises brodées qui ont plein de couleurs. Après, la nourriture, le borscht, la cuisine de survie, c'est le borscht rouge, c'est notre plat UNESCO. Parce que même si on doit se cacher dans les abris, sous les bombes, après, nos enfants, ils vont avoir les cheveux lavés, voilà. Ils vont porter les habits propres. C'est ça aussi, c'est notre manière de dire non à l'horreur de la guerre. Parce que ça, c'est pas la résilience. Ça reste de la résistance. C'est tout aussi admirable, attention, hein, la résilience, c'est pas un diplôme qu'on donne à ceux qui ont une aptitude supérieure aux autres. Il y a des moments qui sont des moments de résistance. Faire ses ongles, c'est dire, ça vaut encore la peine de laisser le quotidien à sa place. Et effectivement, la réaction de la personne qui réagit en disant « Mais comment ça, vous n'êtes pas effondré ?» Ben non, on n'est pas effondré, on est debout. Donc le quotidien continue à exister. L'existence des préoccupations quotidiennes, c'est la preuve qu'on est pleinement vivant. Ça va rendre la résilience possible. Mais je pense que utiliser le mot résilience, je vais dire de manière indifférenciée, la résilience supposerait justement, et d'ailleurs dans ce qui vient d'être dit, l'Ukraine a été confrontée à beaucoup de menaces, à beaucoup de difficultés. La famine de 1933, par exemple. Et donc il y a un apprentissage intégré dans la dimension éducative de la résistance. Si on parlera de résilience, si l'Ukraine changeait de cap, carrément. Là, on parlera de résilience, c'est-à-dire c'est un développement inattendu, nouveau, par rapport à ce qui a été vécu. Oui, on pourrait dire qu'elle est devenue résolument européenne. Par exemple. Et donc ça, c'est l'histoire qui va nous... Voilà. Si on a affaire à la résilience, si par exemple, l'Ukraine fait un virage complet vers l'Union européenne en renonçant à ses racines slaves, c'est-à-dire l'ancien frère russe, non, c'est plus question d'avoir le moins de relations avec. Là, on parlera de résilience. Mais je crois que c'est vraiment important, et ce qui est important aussi, c'est de savoir que l'humour a toujours porté sur ses voisins. En France, vous êtes bien placés pour le savoir, et nous, Belges, nous sommes bien placés pour savoir aussi comment nous pouvons le subir en permanence. Cette forme d'humour très bienveillant, parce que nous sommes dans une situation de paix, qui s'entretient à longueur de temps, parce que simplement, garder nos voisins dans une dimension de dérision, c'est quand même garantir aussi la paix de nos frontières. Et donc, on a tous ri de nos voisins. Les Belges sont capables d'autodérision parce qu'ils ne se sentent pas menacés du tout, y compris par les Français, donc on aura tendance à rire avec vous des blagues sur notre propre compte. Mais ces mécanismes-là, ce sont des invariants qu'on va retrouver dans tous les pays, mais qui sont activés évidemment quand la menace devient plus précise. Une petite précision, on n'est pas prêt à renoncer à nos racines slaves, pas du tout, parce qu'il y a les Polonais, il y a les Tchèques, il y a les Slovaques, voilà, les Bulgares, ils sont slaves aussi. On a dit non à l'Union soviétique, on a dit non à cette culture de l'oppression, à l'impérialisme russe en 2014. C'est du coup pour ça qu'on est puni, parce qu'on voulait être libre, c'est parce qu'en 2014 on a retourné vers l'Union européenne, on a dit non à l'Union soviétique, ça basta. Ouais. Irina, est-ce qu'on a encore oui, bien sûr. Vous voulez ajouter quelque chose, parce que j'ai l'impression que... Non, moi je m'interrogeais juste sur des futures questions qu'on pourrait avoir sur le sujet. Alors par exemple, pour l'instant, on a enfermé le rire dans le cadre de la résilience et la résistance, mais on peut également lui attribuer une fonction de communication. Par exemple, on peut se demander comment rient les gens dans les zones qui ont été les plus touchées par les combats et qui ont été le plus près de l'horreur. Donc comment
rigolent les... Ah, je vais vous dire ça, en fait. J'ai une réponse tout de suite. Et est-ce que cette réponse, en fait, est du coup, puisque vous avez la réponse, laissez-moi vous interroger sur la valeur de la réponse. Est-ce qu'elle vaut de façon universelle ou est-ce qu'elle est spécifique à un exemple? Donc, par exemple, on fait... C'est dur de calculer les façons universelles puisque c'est vous qui dites peut-être pas tout le monde qui riait. Oui. Là, c'est encore cette copine qui était à Lviv, qui vit normalement à Lyon. Elle a vu les bombardements de sa propre fenêtre. Donc elle court en pyjama, il fait froid quand même. Elle sait pas. Et donc les gens de Kharkiv qui se sont échappés de Kharkiv, et ils rigolent. Ils donnent une bouteille de cognac, ils donnent une couverture en plaid à dire bah non, c'est rien, c'est juste quelqu'un a claqué la porte. T'inquiète pas, parce que après Kharkiv, après ce que les gens ont vécu là-bas, c'est quelques frappes pauses, ce n'est rien, c'est comme une piqûre de moustique. Voilà, donc là, vraiment, il utilise l'humour. Il y a cette résistance, encore une fois. Et après, sur le recul, parce que peut-être ça va être intéressant pour vous, il y avait la famine en Ukraine. C'était la famine artificielle organisée par les communistes, par les Staline, pour détruire la classe de paysans ukrainiens. On a perdu plusieurs Holodomor, voilà, on a perdu plusieurs Ukrainiens. Et hier, je tombais sur des couplets comiques faits par les enfants pendant le Holodomor, sur la thématique de Holodomor. Ça, c'est quand même assez intéressant à étudier. Est-ce que ça, c'est la résilience? Alors, ça reste de la résistance, mais je pense que l'intervention de Colette est importante aussi à signaler, parce qu'il faut savoir que plus on est proche, à la fois au niveau du temps et au niveau de l'espace, du drame qui vient d'être provoqué, plus l'humour peut être vécu comme inapproprié. Surtout s'il vient de personnes qui eux-mêmes ne sont pas frappées. Lorsque, par exemple, il y a eu des attentats en Belgique comme en France, l'humour post-attentat qui s'est manifesté devait se manifester dans une temporalité qui était terriblement nuancée. Trop près du drame, ça ne fait pas rire. Trop loin du drame, ça ne fait plus rire. Et donc c'est quelque chose qui effectivement suppose aussi une forme d'adhésion. Et là, ce que Nicolas essaye, je pense, de dire, c'est qu'elle n'est pas toujours universelle. Quand vous êtes frappé par un drame, n'imposez pas l'humour comme outil de résilience en disant on va rire de tes malheurs, comme ça tu iras mieux. Ce n'est pas vrai. On sait que dans les services de cancérologie, par exemple, le personnel doit apprendre à rire parce qu'il y a cette espèce de rire que Kant appelait un rire de décharge. C'est-à-dire plus vous êtes confronté à du drame, plus vous avez tendance effectivement à rire de manière presque nerveuse. Mais on le sait que le personnel a besoin de vivre ces moments de rire, et on rit plus dans les services oncologiques que dans les autres, mais dans un espace à part, parce que pour les familles, c'est très blessant d'entendre des rires alors que vous êtes confronté au drame. Et donc je pense qu'il faut aussi mettre l'humour. L'humour, c'est quelque chose qui se partage. Il faut un ancrage dans la réalité. Il faut un principe de séparation. On ne rit pas... on prétend toujours qu'on peut rire de tout, mais pas de n'importe qui. C'est pas aussi simple que ça. On ne peut pas rire n'importe quand. Le rire à un enterrement, c'est soit un fou rire, soit un rire odieux, soit vous avez un contentieux avec la personne qui est morte. Mais dans tous les cas de figure, il faut bien se dire qu'il faut veiller toujours à partager les règles avec celui à qui on pratique une relation d'humour. On ne peut pas l'imposer de manière brutale et de manière... C'est la question éthique, bien sûr. Ouais. Alors, oui, on parlait de frappe. Une dernière, ouais. Une dernière, c'est une petite série, excusez-moi, des frappes. Voilà. Donc là, il faut écouter le... Donc c'est le Game of Thrones. Vous voyez le pont de Crimée, fameux, qui était détruit exactement pour l'anniversaire de Poutine, le lendemain, voilà, qu'on a dit c'est mieux. Et ça c'était notre petit Dracarys. Et bien sûr qu'il y a plein de blagues comme ça, tout le monde se souvient de la table de Poutine. Et ça, c'est cette craquelure du pont qui est arrivée à cette table. Et donc, la Russie n'a pas attendu très longtemps pour riposter. Ben, en fait, c'était pas la réaction. Ils ont planifié le frappe avant la destruction, je dis rien, avant la destruction de pont. Et ils ont essayé de cibler le pont qu'on appelle le pont de Klitschko. Donc le pont que tout le monde considérait à Kiev hyper moche, décoratif, en verre et tout ça. Dès qu'il était ciblé, tout le monde en Ukraine dit « c'est notre pont, ne touchez pas à notre pont, on l'adore ». Donc ça, c'est aussi une autre chose qui est très particulière à propos des Ukrainiens. Donc là, le pont de Klitschko est comme l'Ukraine, plein de corruption, de scandales, mais tu peux pas le détruire par missile. Donc parce que on l'aime. Là, c'est Klitschko, vous voyez le fameux boxeur qui est le maire de la ville de Kiev. Et donc, parce que le truc est que ce pont de Crimée, c'est le pont de valeur stratégique, parce qu'il y a l'alimentation de l'armée, il y a tout ça. Et
et eux, juste frapper le truc qui est purement décoratif pour Kiev. Oui, on aimerait bien faire nos balades là-bas. Et alors, les autres villes n'ont pas tardé. Donc, là, je suis inquiète pour le Tchernivtsi, une petite ville à l'ouest de l'Ukraine. Nous aussi, on a un pont stratégique. Très bien. Mais merci. Peut-être Nicolas Garot, vous avez travaillé sur le ghetto de Varsovie. Oui, je travaille toujours d'ailleurs. Oui, c'est en cours. C'est ça. Est-ce que dans des situations comme ça, il y avait aussi le recours à l'humour? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire comme forme comparable ou pas comparable à ce qu'on vient de voir? Bien sûr. Alors, la différence avec le ghetto de Varsovie, c'est comme je vous disais, on a un recul historique qui est plus important, un accès aux sources plus grand et plus divers. Alors, dans cet humour politique qui vise l'oppresseur, il y a évidemment des similitudes, puisque dans le ghetto de Varsovie, il y a également des blagues qui mettent en scène Hitler ou tout l'appareil militaire nazi qui sont comparables. Par contre, je pense que là, la nuance, elle est intéressante et elle permettra peut-être de voir comment on verra l'humour plus tard, ou alors peut-être pas, puisque les situations du ghetto et de l'Ukraine sont tout à fait différentes. Mais, par exemple, on a beaucoup fait état de la fonction offensive de l'humour. Freud développe très bien cette idée dans son ouvrage sur les blagues et l'inconscient, où il dit que dans une situation où il y a un déséquilibre entre l'oppresseur et l'oppressé, l'humour devient l'arme de l'oppressé pour rétablir l'équilibre avec l'oppressant. Déjà, il faut savoir que cette théorie, cette hypothèse de Freud est une hypothèse. C'est-à-dire que dans le monde de l'humour, cette interprétation n'est pas canonique. Il y a d'autres interprétations qui sont aussi intéressantes. Et par exemple, si on prend en compte cette interprétation, on a vite fait de faire le raccourci de s'imaginer que la majorité des blagues offensive dans le ghetto de Varsovie. Là, évidemment, je parle du ghetto de Varsovie parce que c'est ce que je connais et n'y voyez pas un parallèle fait avec l'Ukraine. On aurait vite tendance à se dire que la majorité des blagues faites dans le ghetto de Varsovie sont dirigées à l'encontre de l'appareil nazi. Alors qu'en fait, pas du tout. La majorité des blagues offensives, en fait, elles vont bien au-delà de cette simple dichotomie entre l'oppressé et l'oppresseur. Et beaucoup de blagues sont dirigées envers la communauté elle-même. Donc, par exemple, il y a des blagues qui vont faire état des divisions de classe entre les juifs dans le ghetto de Varsovie, parce que c'est une communauté qui est fragmentée à l'époque. J'utiliserai l'exemple d'un autre ghetto, le ghetto de Łódź, qui se retrouve rattaché au Reich. Eh ben, il est composé à majorité au début de Polonais, et quand il y a un contingent de juifs allemands qui arrive, eh ben, les juifs polonais, ils vont se moquer des juifs allemands, ils vont dire ils sont très différents, ils sont pas comme nous, ils rigolent de choses différentes. Et ça, c'est des interprétations qu'on a plus tard avec un certain recul historique et qui sortent de cette, à mon sens, idéalisation. Mais là, je ferai la nuance que les situations sont peut-être pas comparables puisque l'Ukraine bénéficie d'un soutien international et les Ukrainiens, comme vous dites, peuvent encore... la situation est rude, évidemment, la guerre c'est une tragédie. Mais les Ukrainiens ne meurent pas encore de faim, et il y a encore les conditions réunies pour que l'humour puisse être un outil de résistance. Mais on peut s'interroger comment cet humour va évoluer quand la guerre va aller dans le temps, quand la lassitude va s'installer, quand l'hiver va frapper, quand ça deviendra plus dur. Alors évidemment, il va demeurer, il y a toujours des gens qui vont réussir à trouver de la lumière dans les ténèbres, mais c'est pas quelque chose qui est universel. Dans les ténèbres, dans la guerre et la tragédie, parfois il n'y a que l'abysse, il n'y a que l'absurdité. Et vous pouvez nous donner un exemple de blague qui circulait dans le ghetto, qu'on ait appris de blagues qui circulaient dans le ghetto, oui bien sûr. Alors comme ça de tête, je vais essayer de vous trouver une blague qui est probante. Oui, la blague de l'orphelin, elle m'a fait rigoler quand je l'ai trouvé dans les archives. C'est un petit enfant juif dans le ghetto, on lui demande mais du coup, qu'est-ce que tu ferais si tu étais l'enfant d'Hitler? Et il répond j'aimerais bien devenir orphelin. C'était sur deux juifs qui montent sur deux juifs, oui, mais là encore, cette blague, elle est à prendre avec des pincettes et il serait facile d'y voir un symbole de résistance et de résilience, mais bon, si vous me le permettez, je vous la raconter aussi. En fait, il y a une blague qui circule dans le ghetto de Varsovie dans l'année 1941 où deux juifs sont conduits à l'échafaud, c'est-à-dire qu'ils vont être pendus.
Et il y a un juif qui est en train de sourire et de rigoler, et son pote lui dit « Moshe, pourquoi tu rigoles, on va être pendu ?» Et Moshe répond « Eh bien, si les Allemands avaient les balles pour nous tuer, ils les utiliseraient. Donc ils nous pendent parce qu'il leur manque des moyens, et du coup, s'il leur manque des moyens, c'est que la guerre est perdue, et bientôt la libération du peuple juif arrive. » Donc, encore une fois, là, il serait simple de voir dans cette blague une autocritique et une forme de résistance du peuple juif. Mais il faut la remettre dans le contexte où on est à un moment où, dans le ghetto de Varsovie, il y a une fluctuation énorme entre espoir intense et désespoir intense. Et cette blague, il faut plus la remettre dans son contexte. C'est plus une façon d'interpréter et de communiquer et d'interagir avec cette fluctuation des émotions constantes. Et derrière le rire, il y a les larmes. Et moi, je propose non pas seulement de voir le rire, mais de voir aussi les larmes qu'il y a derrière. Parce que, oui, l'idée, en fait, de l'interprétation de l'histoire, c'est de voir les sociétés humaines dans toute leur complexité. Une blague à nous raconter, c'est ça? Oui, une blague parce que oui, tu viens de dire que l'hiver qui arrive, donc il y a maintenant, oui, c'est vrai que 30% de nos centrales énergétiques sont détruites pour le moment, mais les Ukrainiens arrivent à faire rien dessus, par exemple. Ils pensent quoi? S'ils vont nous couper les lumières, l'électricité, dans 9 mois, on aura encore 1 million de nazis. Donc, les nouveaux nazis ou de banderistes, qu'on dit chez nous. Après, résistance, résilience, encore une fois, la perception d'optique. Le 24, l'annonce du gouvernement, c'était ne semez pas la panique, restez calme. Le 10 octobre, non, le 17 octobre, n'essayez pas d'abattre le drone iranien depuis de chez vous. Ça, c'est comment on s'adapte. Monsieur François. Alors, venons un instant, Bruno, à la fonction thérapeutique de l'humour. Dans son célèbre texte, pas très drôle d'ailleurs, Le mot d'esprit, c'est la voix de l'inconscient, il y a un texte final de Sigmund Freud qui s'appelle L'humour, et il donne une blague qui est plutôt assez drôle, il donne l'exemple d'un condamné à mort qui est conduit à la potence un lundi et qui s'exclame « La semaine commence bien ». Et Freud, en vérité, je cite que l'humour est une forme libérateur, en ceci qu'il ne se résigne pas, il défie, il implique non seulement le triomphe du moi, mais encore du principe de plaisir qui trouve ainsi moyen de s'affirmer en dépit de réalités extérieures défavorables. La semaine commence bien, oui, en effet. Et donc, est-ce que c'est l'idée que l'humour est une sorte d'affirmation du principe de plaisir? C'est ça la thérapie? Pas seulement, parce qu'effectivement, on a là l'exemple typique d'ailleurs de tous ceux qui décortiquent l'humour. Hein. C'est un peu comme quand on fait des vivisections. Il y a une seule certitude, c'est que la grenouille sera morte. Et donc, sur ce plan-là, évidemment, quand on décortique l'humour comme Freud le fait, on est tous au drôle. Dans la blague qui a été donnée sur les deux juifs, je m'attendais d'ailleurs à finalement la même fin, dans laquelle on ne rit pas de l'ennemi, nécessairement, on rit de la mort. De la mort qu'on va tourner en dérision jusqu'à la dernière minute. Ça, effectivement, ça permet de vivre avec. Et c'est pour ça qu'il faut se méfier de l'aspect thérapeutique de l'humour. L'humour ne soigne pas plus qu'il ne guérit. Ne pensez pas que parce que vous riez des choses, vous allez les faire disparaître ou que vous allez guérir. Ça permet juste de vivre avec. Parce qu'on va vivre avec une réalité qu'on aura traitée sur le plan finalement de nos représentations mentales, parce que c'est ça la véritable richesse d'un être humain. Il est capable de se représenter les choses dans des dimensions différentes. Par exemple, tourner en dérision la mort, qui est imminente, mais qui me dit, mais je vais quand même passer une bonne journée. Ou finalement, les Allemands vont perdre la guerre. Je ne verrai pas la fin de cette guerre, mais ils vont perdre cette guerre. Et donc je me donne cette espèce de petite pirouette, ce que Bachelard appelait le saut du possible dans l'impossible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, eh bien, c'est la puissance, finalement, l'humour tel qu'il est défini de cette manière-là, comme étant la puissance de l'imaginaire chez un être humain. L'animal peut rire, le rire n'est pas le propre de l'homme. L'humour est inaccessible à l'animal. Vous trouverez effectivement parfois même des chimpanzés capables de rire ensemble des mêmes choses. On va avoir un chimpanzé qui tombe et il y en a deux qui rient. Et ils se mettent à rire de la même chose, mais vous ne trouverez jamais un chimpanzé qui s'installe devant un autre et qui lui dit « je vais te faire rire, je vais te raconter quelque chose qui va te faire rire », d'abord parce qu'il ne va rien raconter du tout. S'il raconte quelque chose, c'est qu'il n'est pas un chimpanzé, puisque l'homme est le seul être vivant capable de raconter des choses, donc de faire des histoires. En fait, nous sommes essentiellement une espèce vivante capable de raconter des histoires. Donc de se construire une identité en racontant des histoires.
ce que nous sommes tous ici, c'est l'histoire que nous sommes capables de raconter à propos de nous-mêmes. Et oui. Et justement, sur ce plan, ce que je trouve intéressant, c'est que Poutine veut faire l'histoire avec ses chars. Les Ukrainiens se racontent une histoire pour résister à cette histoire. Alors Poutine manie l'histoire avec la grande H, pour reprendre le mot de Pérec, c'est-à-dire le but du jeu, c'est que je marque l'histoire, je remets la Russie sur les rails d'une histoire. Voilà, on est clairement là-dedans. Les Ukrainiens n'en font pas toute une histoire, au sens plein du terme. Et donc il y a un tas de petites stratégies qui vont permettre de dire, mais il se prend pour qui? Il nous prend pour qui? Et on le traite avec ce qui est finalement peut-être le fil conducteur. Il y a le sarcasme qui brise. On a besoin de briser son adversaire quand on est en guerre. Il y a aussi tout ce qui va tourner en dérision. Tout l'humour autour des ponts, par exemple. Les ponts tout petits, mais qui ont la même valeur symbolique que les énormes ponts, donc on fait de l'humour à ce propos. C'est tout ce qui va permettre de dire cette grande histoire qui devrait nous écraser, puisqu'on considère qu'on est un accident de l'histoire, ça a été dit de manière tout à fait sérieuse, eh bien nous n'allons pas en faire toute une histoire, et chacun va se réfugier dans sa petite histoire personnelle qu'il va raconter aux autres pour le faire rire. Et là, on est vraiment dans la mise en place des stratégies de résistance qui, je l'espère, vont alimenter des trajectoires de résilience, qui sont les trajectoires de résilience de tout un peuple dans ce cas-là. En plus, rire bien, ça fait travailler les abdos. Il y a yoga de rire aussi, donc là, Encore une dernière, celle-là était, voilà, je voulais aborder la question de l'humour noir. Là, il me semble que Irina, ça la faisait énormément rire. J'ai déjà vu ça, donc là, je ris pas tout de suite. Voilà. Uniforme d'été, uniforme d'hiver, et donc on voit chaque fois des soldats qui se retrouvent dans des sacs plastiques. C'est vrai que ça, on est plutôt dans l'humour noir, dans l'humour. Ce sont des invariants. Énormément dans l'humour. Mais ce sont des invariants. Les Français aussi, je crois. La mort, la sexualité, vous allez retrouver dans toutes les formes d'humour. Ça, c'est l'universel, puisqu'on est en quête de l'universel. Le fait de rire de tout ce qui finalement nous inquiète. La sexualité a quelque chose d'inquiétant aussi, parce qu'on sait qu'on va devoir l'assumer. Et la guerre a quelque chose, effectivement, d'inquiétant, parce que ça va nous confronter à ce qui est le destin de chaque être humain. L'incertitude, la finitude et la solitude. On va tous mourir, on ne sait pas quand, et ceux qu'on aime vont mourir aussi et nous laisser seuls. Je ne reste pas là-dessus parce que ça plombe l'ambiance, et dans un truc sur l'humour, évidemment, ça ameute toutes nos angoisses. C'est pour ça qu'il y a quelque chose d'universel. Quand on partage actuellement avec l'Ukraine un ennemi commun, même si, par exemple, la froideur, on n'a pas vu les images par rapport à Macron, mais cette idée... Je vais montrer. Ben oui, mais lui ne serait pas suffisamment engagé, et donc il ne participe pas à cette fonction symbolique. Résultat, il prend lui-même une fonction symbolique, il devient le symbole de la symbolique aujourd'hui, et ça ne concerne pas que les Ukrainiens. Ça, c'est ukrainien, mais c'est très universel sur les prix des carburants. Et c'est pour ça que ça a cette fonction symbolique, et c'est pour ça qu'on rit très facilement de tout ce qui nous est présenté là, parce qu'on a tous affaire à un ennemi commun. On va tous rire sans la moindre difficulté de Poutine pour le moment, parce que simplement on partage une cible commune. On râle aussi sur Poutine pour d'autres raisons, mais aussi parce qu'on doit payer notre gaz et notre électricité plus cher. Et donc on est tout prêt à embrayer derrière cet humour de résistance et à ne pas trouver odieux. Alors, il faut le dire quand même entre nous, des blagues qui sont clairement odieuses. Montrer des personnes dans des sacs poubelles, que ce soit des Russes ou des Ukrainiens, ça peut choquer. Ça doit choquer un être humain, c'est la mort. Mais comme il y a cette fonction symbolique qui nous dit attention, on a un ennemi commun qui, pour le moment, se moque du quart comme du tiers de ce qu'est la vie et la mort. Et donc, on va s'autoriser, nous, Belges et Français, à avoir un petit sourire, là où les Ukrainiens ont peut-être un vrai éclat de rire. Mais c'est le principe même de l'humour, c'est pour ça qu'on ne peut pas l'imposer, et qu'on ne peut même pas imposer aux autres ce que nous on trouve drôle, et qu'on doit toujours s'interroger sur qu'est-ce qui me permet de trouver ça drôle dans l'être humain que je suis, et dans la manière dont je me positionne vis-à-vis des autres. L'humour est inclusif, c'est vrai, il est aussi exclusif. Si vous voulez faire l'expérience de l'humour exclusif, vous invitez une tierce personne, vous êtes 3 ou 4, et vous riez de private joke. C'est des blagues qui ne font rire que vous. Il ne tiendra pas le coup. Au bout d'un moment, la personne va dire qu'est-ce que je fais ici, parce qu'il ne participe pas à cet humour inclusif. Et donc l'humour a cette fonction inclusive, mais il a aussi une fonction exclusive qu'il ne faut pas
camouflé. Est-ce que j'ai le droit de parler vite fait de M. Macron? Je sais, les Français sont très politiquement incorrects, c'est pour ça que je vis ici. Pour incorrect. Non, l'humour très politiquement incorrect, c'est pour ça que j'adore. Oui. Alors, vous vous souvenez de la phrase de M. Macron qu'il ne faut pas humilier Poutine. Les Ukrainiens étaient très très touchés. Donc là, vous voyez ça, c'est funny not funny, c'est drôle pas drôle, parce que vous voyez la doudou arrachée avec la main d'un enfant, et au-dessus de ça, le président Macron dit qu'il ne faut pas humilier la Russie, qui s'humilie elle-même en ce moment, parce qu'avec tout ce qu'ils font. Et donc là, après Macron, là, ça c'est quelqu'un qui a fait aussi cette photo qui était assez fameuse. Il y avait beaucoup de blagues, j'ai choisi quelques-unes. Oui, tout à fait, oui, ça c'est Judas, voilà. Mais après, il faut dire que les Ukrainiens ont apprécié, après la visite de M. Macron à Boutcha, le discours a changé. Il est devenu beaucoup plus touché humainement, donc là, le discours a changé, maintenant on est plutôt content de tout ce qu'il dit. Bon, à part ok, je ne vais pas continuer mes trucs politiques, je vais vous montrer les blagues aujourd'hui. Alors, ça c'est, ok, Macron était très connu pour parler avec Poutine, beaucoup, et ça c'est pourquoi il ne m'appelle pas. Et ça c'est la phrase aussi d'un film soviétique, donc nous, ça nous fait rire davantage, parce qu'il y avait vraiment une nana très amoureuse, mais pourquoi il ne m'appelle pas? Elle était comme ça, donc là il faut lire avec cette intonation. Et si oui, donc il y avait Johnson qui faisait ses allers-retours en Ukraine plusieurs fois, et voilà, qui est ridicule et moche comme apparence. Donc il y a ça, la blague de deux mecs, qui est beau, qui t'appelle tout le temps mais qui fait rien pour toi, et l'autre qui est plutôt moche, mais qui est prêt à se lancer à 3000 km juste pour promener avec toi dans la ville. Ça c'est compliqué à lire, on va les zapper. Donc ça c'est vraiment l'attitude ukrainienne pour toutes les négociations de paix. Les Ukrainiens qui croient en victoire militaire et ne croient pas qu'on peut céder à la Russie en bout de notre terre, parce que le contexte est bien plus profond. Si on cède un peu de territoire, il y aura des tortures, il y aura des fosses communs, il y aura trop de tout ça. Donc là c'est notre colombe de paix, elle peut exister que comme ça. Voilà, les blagues juives, on a déjà parlé, et donc là, on a déjà parlé de l'absurdité de cette libération de la Russie, mais qui, pour une raison incompréhensible, est faite sur le territoire ukrainien. C'est le seul pays qui essaie de se libérer en faisant la guerre sur les territoires de quelqu'un d'autre. Ça, c'est féministe, et c'est très drôle, en fait. L'alarme aérienne a duré 7 minutes, ou bien, comme aurait dit mon ex, toute la nuit. Ça, c'est aussi universel, c'est très clair. Donc, tout ce qui est sur sexe, sur la mort, et ça, aussi universel. 2020, on se croyait malheureux, mais en 2022, même le Covid, il nous manque, quoi. Donc, le pauvre Covid qui se cache de missiles russes. Voilà. Oui. Et ça, c'est, capacité d'autodérision. Ça, c'est vraiment. Les Ukrainiens à genoux et les patates. Les patates, parce que les Ukrainiens, on est les paysans, il y a beaucoup. Donc maintenant, tout le monde comprend que la plupart des blés dont étaient faits les super croissants français, ça venait de l'Ukraine. C'est pour ça que la boulangerie de chez moi, les croissants maintenant sont en €20 et pas en euros comme avant. C'est scandaleux. Mais c'est parce que les croissants étaient faits de blé ukrainien. Et donc, pour nous, c'est très important. Oui, on n'a pas encore faim parce que chacun a sa mamie, quelque part, qui a un tout petit jardin potager. C'est tragique parce qu'il y a beaucoup de terre qui est détruite, qui est brûlée, parce que les Russes, ils ont volé le blé, les graines, et ce qu'ils ne pouvaient pas détruire, ils détruisaient avec le feu. C'est tragique, mais quand même... la qualité de résistance ou résilience, c'est qu'on continue, on fait les ménages dans nos villes qui étaient saccagés, même les agriculteurs, ils sortaient avec leurs machines malgré le risque de mine, parce qu'ils comprenaient quelle responsabilité est derrière eux. C'est de ne pas laisser tomber les autres, ni ukrainiens, ni étrangers qui comptent sur notre blé. Donc ça, c'était aussi un truc très grand. Et qui s'explique par les blagues très simples. Non, mais voilà, ça c'est pour maman, mange pour papa, non pour l'Ukraine, oui, il va manger, il va même bouffer la main de sa maman. Merci Elena. Peut-être avant de passer à vos questions, Nicolas Garot, je voudrais vous demander, on a vu la fonction thérapeutique du rire, on a vu la fonction éthique et politique qu'elle peut avoir. Si je comprends bien, vous vous intéressez à la fonction plutôt cognitive, ou à la fonction de le rire comme miroir
de réalités historiques complexes, et vous êtes un peu, d'après ce que j'ai compris, un peu suspicieux ou bien sceptique par rapport à l'idéalisation que peut produire l'idée que l'humour serait toujours une arme de résistance, de résilience ou de combat. Ça peut être aussi un révélateur sombre de la réalité avec ses conflictualités, ses divisions. C'est ça qui vous retient dans votre travail? Alors, moi, je suis tout à fait compréhensible vis-à-vis de cette interprétation aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on est dans l'interprétation politique, les événements sont en train d'arriver sous nos yeux, et on n'est pas encore dans l'interprétation historique là, où moi, en revanche, je suis plus méfiant et plus nuancé, c'est dans l'analyse historique, ce qui n'est pas le cas de ce qu'on fait aujourd'hui. Mais quand on fait de l'analyse historique, voir dans le rire une arme qui unit la population, pour moi c'est une interprétation, je dirais, simpliste, parce que en fait, quand on regarde la tragédie, il y a un côté tout à fait qui dépasse l'entendement, qui est absurde. Donc il y a cette volonté d'abord de s'expliquer l'horreur à nous-mêmes, avant de l'expliquer telle qu'elle arrive et comment elle est comprise par les gens à l'époque. Donc il y a, je pense, une intention d'explication personnelle avant l'interprétation historique qui est en place. C'est pour ça que moi je préfère, dans mon travail historique, ce qui n'entre pas dans le cadre du débat aujourd'hui, voir l'humour et le rire comme un prisme d'analyse. Donc aujourd'hui on a eu une approche qui était très, ce qu'on appelle fonctionnelle. On s'intéresse aux fonctions du rire. Moi je m'intéresse historiquement plus à une approche phénoménologique. C'est-à-dire non pas ce que l'humour et le rire font pour l'individu qui l'utilise, mais ce qui le reflète de la société dans laquelle il est déployé. Mais en même temps, là, par exemple, on voyait bien, les femmes font valoir à travers la situation ukrainienne que leurs maris sont parfois un petit peu hyperboliques sur leurs compétences, on voyait sur leur performance, oui, on voyait des choses sur les juifs en Ukraine, où il y a un contentieux des juifs en Ukraine. C'est aussi des choses qui remontent et qu'on va remonter. Tout à fait, mais comme je dis, aujourd'hui on est dans l'interprétation politique et c'est un échantillon qui est limité. Il est tout à fait probant, il est tout à fait intéressant, mais quand on analysera la situation dans 150 ans, quand les événements, je l'espère, sont passés, eh bien, il y a des nouvelles données qui vont rentrer en jeu. On va peut-être voir qu'il y a une évolution de l'humour entre les classes sociales, entre un certain moment de la guerre et un autre. Et ça, on ne peut pas savoir aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est difficile, en tant qu'historien, de m'exprimer aujourd'hui vis-à-vis de cette analyse politique. Mais je la trouve tout à fait fascinante. Et cette sélection nous montre que l'humour en tant que résistance existe, évidemment. Mais moi, je soutiens qu'il n'est pas unique. Et il y a quand même quelques grandes blagues historiques qui n'ont pas périmé, donc qui perdurent en dépit de la différence des temps. Oui, il y a des blagues qu'on retrouve à travers le temps, bien sûr, mais moi, en tant qu'historien, je m'intéresse plus à la nuance, plus qu'à la généralisation. Parce que j'aime voir ce qu'il y a aussi dans les crevasses. Je pense que, évidemment, la majorité des Ukrainiens aujourd'hui est unie et fédérée dans l'effort de guerre contre l'agression russe. Mais je me demande, par exemple, comment les Ukrainiens qui, avant la guerre, étaient pro-russes ou ultranationalistes, aussi vont réagir face à cet humour. Ça, c'est des questions auxquelles on n'a pas encore la réponse aujourd'hui, qui mériteront peut-être d'être étudiées plus tard. Croyez-moi, il ne reste pas énormément de pro-russes après tout ce qui a été fait sur les régions. C'est très intéressant de chercher dans les crevasses, donc ça vous fera un bon écrivain quand même. Essayez, hein, je conseille. Très bien, mais écoutez, si vous avez, je trouve ça passionnant, si vous avez des remarques, des questions, des blagues à nous raconter, voilà, on a encore à peu près une dizaine de minutes, je crois. Voilà. Vous pouvez lever la main, s'il n'y a pas de micro, je vous apporterai bien. Ouais. Est-ce que vous savez... Est-ce que vous savez si les Russes utilisent aussi cet humour chez eux, avec des blagues et des dessins?
Oui, comme j'ai déjà dit au tout début, ils sont connus par voler nos chansons, nos blagues, les trucs drôles. Par exemple, le truc anecdotique emblématique, c'est Доброго вечора мы з України. Bonsoir, on est de l'Ukraine. Et là, les Russes font la même chose. Bonsoir, on est de Russie. Voilà, on a la même musique électronique. Après, je regarde pas trop parce que pour moi, ça serait trop toxique. Regarder leur public. Déjà, c'est assez malade de regarder ce qu'ils font sur leur chaîne nationale, toute la propagande, etc. etc. Oh oui, il y avait un truc, il fallait le montrer. C'est horrible comment ils font. Ça, c'est vraiment une mauvaise blague. Comment ils font l'image de l'Ouest pour les Russes. Ils montraient des choses abominables, que oui, quand tu arrives aux États-Unis, il faut embrasser les genoux, il faut se mettre aux genoux devant les personnes afro-américaines. Les mariages normaux, ce sont les mariages que entre les mêmes genres. Il ne faut pas avoir les enfants parce que tu fais, ça fait mal aux gens qui sont child-free. Donc vraiment, c'est du délire. Et ça, en plus, c'est diffusé sur les chaînes nationales. C'est ça qui, donc là, je ne sais pas si c'est de l'humour, c'est du grotesque pour moi, du grotesque pur. Et du coup, moi, je me demande quel est l'humour, par exemple, dans les groupes de jeunes, sur les groupes Telegram qui sont beaucoup plus critiques vis-à-vis du régime de Poutine. Eux, ça serait très intéressant de se demander comment ils rigolent et comment ils arrivent à faire coexister et leur critique du régime et à la fois le fait qu'ils sont nés et moulus et qui sont modelés par ce régime lui-même. Donc ça, par exemple, je pense que c'est très intéressant à regarder. Oui, c'est intéressant à regarder. Après, il y a des trucs qu'on ne comprend pas très bien. Il y avait l'avion russe qui s'était écroulé sur le bâtiment résidentiel en Russie. Il y avait plein des Russes contre Poutine qui étaient contents de ça. J'ai pas vu les Ukrainiens qui rigolaient de la mort des personnes civiles là-bas, parce que pour nous, cette guerre, c'est pas la guerre contre la nation russe, c'est la guerre pour notre liberté. Tout ce qu'on veut qu'ils dégagent, c'est tout en fait. On ne veut pas le bout de leur terre, donc c'est pas comme si nous, on voulait les tuer. Nous, on est prêt à acheter les chars russes. Nous, on est prêt à dire rendez vos armes, on va dire que vous êtes rendus en combat. Donc pour nous, c'est vraiment pas ça. Oui, il y a la rage, mais c'est la rage normale qui va rencontrer chaque Français quand il y a l'ennemi qui frappe à votre porte et qui menace vos enfants ou vos petits-enfants. Il y avait une question, monsieur. Levez peut-être le micro à rien. Oui, merci. D'abord, merci beaucoup, c'était très intéressant. Et ma remarque, ma question rejoint celle de vous, monsieur Devant. Je me demandais à quel point est-ce qu'on a parlé du rire là au niveau des individus et au niveau politique, à quel point est-ce qu'on peut imaginer que c'est aussi une forme de propagande justement et à quel point est-ce qu'il y a les mêmes blagues peut-être du côté opposé chez les Russes et chez les pays qui sont pro-russes. Voilà. Moi, j'aimerais bien avoir le boulot comme ça, travailler pour la propagande d'humour, donc là, faire ces opérations informationnelles, psychologiques qui inventent les blagues et qui les fait passer. Je le fais, mais gratuitement. Donc là, je diffuse pas mal de blagues, je fais les gens rire, j'adore faire ça. Les Ukrainiens, maintenant, ça marche très très bien, en fait, les stand-up. C'est la meilleure chose. Si vous voulez collecter les dons en Ukraine, c'est maintenant les comédiens, les stand-up qui font rire les gens, qui collectent beaucoup d'argent. Et je ne sais pas vraiment s'il y a l'humour de côté opposé. Il y a les trucs assez grossiers, genre qui fait ah oui, les Ukrainiens, parce qu'ils mangent le saus, qui est l'art du porc. Donc là, vous connaissez comme le bacon. Oui, le bacon, non, le bacon. Oui, oui, le lard, donc le lard fumé et tout ça. Et donc ça, c'est je ne sais pas, c'est le sommet de l'humour russe par rapport aux Ukrainiens. Ils ne peuvent pas trouver autre chose. Donc là, oh oui, vous, les mangeurs de porc, etc., etc. Donc là, je n'ai pas trouvé quelque chose de fin. Moi, j'aime bien rigoler. J'aimerais bien voir quelque chose de l'opposé qui serait drôle et fin. Donc peut-être même private joke, le joke pour le groupe des intellectuels. Mais pour le moment, non, parce que non. Mais peut-être j'avais envie de poursuivre l'interrogation au-delà de la question ukrainienne. On sent là il y a une question. Comme il y a une situation pressante ou une guerre, donc c'est sûr qu'on n'est pas dans la distance historique et ni même dans. Il y a certaines blagues, oui, d'autres pas. Et je ne vais pas avoir d'empathie vis-à-vis des Russes qui m'ont envahi, c'est tout à fait compréhensible. Mais on peut se demander si aujourd'hui, par exemple à l'échelle européenne, il y a longtemps eu des peuples, vous l'avez mentionné, se sont moqués les uns des autres allègrement. Les blagues sur les Italiens, les blagues sur les Polonais, les blagues sur les Juifs, les blagues sur les musulmans, etc.
Or, est-ce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est une question, une interrogation, est-ce qu'on n'est pas à un âge post-national ou post-communautaire qui fait que ces blagues-là, éventuellement, on se les raconte, mais au second degré. C'est très clair que la société a évolué parce que, effectivement, les nations se sont mélangées, mais se sont mélangées d'une manière telle qu'il n'est plus possible. Michel Leb ne fait plus rire personne, simplement parce que cette caricature qui serait simplement vécue, et il faut être très attentif aux réactions qu'on peut avoir pour classer les choses. C'était dit tout à l'heure, l'humour n'est pas monolithique dans un pays. Chacun d'entre nous ici, on trouve des formes d'humour vulgaires, par exemple, parce que simplement, il est une forme d'humour qui semble appartenir à une classe différente. L'humour, c'est quelque chose qui regroupe généralement une communauté, puisque si vous riez tout seul, c'est que vous êtes un fou. Donc il y a une communauté qui est au moins formée par deux personnes. Cette communauté peut se définir soit comme en opposition avec les autres, supérieur, inférieur, donc il y a cet humour de classe. Je pense qu'il faut vraiment éviter de simplifier à outrance en disant il y a des Ukrainiens qui sont drôles, il y a des Russes qui ne le sont pas du tout. Mais non, il y a sans doute des Russes qui sont très drôles, et il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout, comme il y a probablement des Ukrainiens qui sont très drôles, et d'autres qui le sont beaucoup moins, parce qu'ils n'arrivent pas à... On aurait un peu de mal à considérer que les Allemands étaient très drôles. Exactement, on n'arrive pas à rire avec eux, parce qu'on ne rit plus du tout des mêmes choses. C'est la fonction symbolique. Le symbole, c'est ce qui nous réunit avec quelqu'un d'autre. Or, l'humour, maniant le langage, maniant les images, en permanence, maniant le symbole. Je disais tout à l'heure par rapport à Trump, ce sont des réactions qui deviennent physiologiques. Les partisans de Trump sont pliés en deux, le trouvent irrésistible. Si vous ne partagez pas ces idées, vous le trouvez juste agaçant, c'est votre corps qui vous le dit. Et donc, le rire, c'est aussi quelque chose, c'est un mécanisme naturel, mais qui est programmé par, parfois, des déterminants sociaux. C'est pour Dieu aussi qui a mis ça en évidence, de manière assez claire. Vous aurez ce qu'on appelle des habitudes de classe qui vont, à un moment donné, avoir tendance à nous faire considérer qu'il y a un humour qui est un humour d'intello, c'est pas intéressant, et qu'il y a un humour vulgaire. Dès que vous faites ça, vous êtes en train de classer, effectivement, des formes d'humour. Alors, ce qui est tout à fait intéressant dans ce qu'on a entendu ici, c'est que là, personne, je pense ici, n'a dit ça, c'est pas drôle. Parce qu'on a un ennemi commun, c'est pas courant dans l'histoire, qu'on a un ennemi commun, même à géométrie variable, qui fait que, oui, se moquer parfois avec des images dures, on va au pire simplement avoir juste un petit sourire et pas aller trop loin dans le rire parce qu'on va se réprimer soi-même, mais personne ne va condamner la moindre de ces images. Alors même qu'on va imaginer un épisode de science-fiction, on a affaire à quelqu'un qui est russe, qui vient ici avec des blagues, par exemple, sur des Ukrainiens qui mangeraient du lard, on va juste être sidéré en disant mais comment ces gens peuvent rire de choses aussi stupides, simplement parce que pour le moment, il y a ce qu'on appelle une affiliation commune autour d'un combat mené en commun et dans lequel la force symbolique de l'humour va nous permettre de raffermir les liens parce qu'on va sourire des mêmes choses. Merci. Oui. Je voulais demander à notre ami belge si c'est un Z ou un M qui a sur ces chaussures. Alors je n'en sais rien, ça dépend si je fais le pied ou si je marche. Très bien, mais écoutez, merci de votre... Ah, encore une question? Où ça? J'ai pas vu. Ah oui, Jacques Serrano. Super soirée, pour moi en tout cas, et j'espère pour vous aussi. Alors, merci d'être venu. Ah oui, alors c'est vrai. Merci Nicolas Garot, merci Bruno Humbert, et merci mon camarade Martin Legros, partenaire, directeur en chef de Philo Magazine, partenaire de cette soirée. Alors, je vous souhaite à mon tour une très très bonne soirée. Je vous invite à nous retrouver demain à la Cité de la Musique, c'est à 18h30, et pour venir voir un écrivain, pas comme Clément, qui est à la fois poète, écrivain, performeur, qui va improviser sur l'idée de la chanson pendant quelques 25-30 minutes, accompagné d'un guitariste de rock, Olivier Méladois. Alors c'est demain à 18h30 à la Cité de la Musique. Et là, pour l'instant, je vous propose qu'on se retrouve près de la librairie. Voilà.
Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci.